8 août 1963. Il est 3 heures du matin. Le train postal à Londres-Glasgow file dans la nuit britannique avec à son bord 128 sacs postaux contenant 2,6 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 65 millions actuels. Le convoi traverse la campagne du Buckinghamshire quand soudain, un signal rouge. Le train s'arrête, le mécanicien descend pour vérifier que tout va bien et est immédiatement maîtrisé par une bande d'hommes masqués. En quelques minutes, 15 hommes forment une chaîne humaine et transfèrent les sacs dans un camion militaire. Le braquage dure 45 minutes, aucun coup de feu, violence minimale, efficacité maximale. C'est ce qu'on appelle le Great Train Robbery, soit le plus gros braquage de l'histoire britannique. Une opération millimétrée qui fascine encore aujourd'hui. Les malfrats sont arrêtés les uns après les autres dans les semaines qui suivent, mais une partie de l'argent, elle, ne sera jamais retrouvée. Et puis surtout, des rumeurs persistantes évoquent l'existence d'un mystérieux 16e homme, un financier, celui qui aurait tout organisé et blanchi l'argent. Des décennies plus tard, quand on interroge ce complice présumé sur sa supposée implication, il répond avec un sourire en coin « Franchement, c'est mesquin. Il n'y avait pas assez d'argent dans ce train. Si j'avais été dans le coup, j'aurais fait beaucoup mieux. » Aujourd'hui, une miniature de ce train trône encore fièrement sur le bureau de cet homme, souvent soupçonné, mais jamais inquiété. Son nom, Bernie Ecclestone. Pit Stop, saison 1, épisode 3, ça commence maintenant. Fils de pêcheur, Bernard Charles Ecclestone voit le jour le 28 octobre 1930 à Saint-Peter, un hameau du Suffolk en Grande-Bretagne. Sa famille s'installe dans le sud de Londres à Bexley-Heath en 1938 et son enfance est plutôt modeste et marquée par la guerre. Très tôt, Bernie montre qu'il a le sens des affaires. Dans la cour de récréation, il achète des pommes, des crayons, des petits pains à bas prix pour ensuite les revendre, forcément plus cher, à ses camarades. À 10 ans, il engage déjà 2 personnes pour le protéger parce qu'il a peur de se faire voler à cause de sa petite taille. L'argent, le commerce, le profit, il a ça dans le sang. À 16 ans, il quitte l'école sans diplôme, il travaille alors comme assistant au laboratoire de chimie de l'usine à gaz locale, mais franchement, ça ne l'intéresse pas trop. Non, lui, ce qui le passionne, c'est acheter, vendre, gagner de l'argent et les motos. Dès la fin de la guerre, il se lance dans le commerce de pièces détachées, de motos d'ailleurs, avec son ami Fred Compton. Ensemble, ils vont monter la Compton et Ecclestone Motorcycle Dealership. Les affaires marchent plutôt bien, Ecclestone investit dans l'importation de pneus, puis dans une concession automobile. Et puis, parce qu'il aime les sports mécaniques, il se met aussi à courir lui-même. Il débute en 1949 en Formule 3 500 cm3 et acquiert une Cooper MKV en 1951. Il court principalement sur le circuit local de Brands Hatch, mais franchement, il n'a pas beaucoup de talent. Accident à répétition, résultat médiocre, il décide de se retirer rapidement pour se concentrer sur ses affaires. En 1958, toutefois, il fait tout de même une dernière tentative. Il rachète les monoplaces de l'écurie Konow Engineering et essaye de se qualifier pour le Grand Prix de Monaco. Ce sera un nouvel échec puisqu'il ne passera même pas le stade des qualifications justement. C'est sa première et dernière tentative en Formule 1, du moins en tant que pilote. C'est à la même époque qu'il devient manager du pilote Stuart Lewis Evans, mais le destin sera cruel. En effet, Lewis Evans meurt des suites d'un terrible accident au Maroc en 1958. Ecclestone est dévasté et décide alors de s'éloigner du sport automobile. Ses activités durant cette période restent plutôt floues et c'est là que naît la légende du train postal de 1963. Quand il réapparaît en 1966, Ecclestone est riche, très riche même, et personne ne sait vraiment
comment il a fait. Les rumeurs circulent rapidement, mais Bernie, lui, se contente de sourire et de plaisanter. Il a un matelas de livres sterling, prêt à être investi au bon endroit et au bon moment. Au Grand Prix d'Afrique du Sud en 1968, Roy Salvadori le présente à un jeune pilote autrichien, arrogant mais talentueux, Jochen Rindt. Le courant passe immédiatement, Ecclestone devient son manager, les deux hommes deviennent très proches, jouent au backgammon, parient sur tout et sur rien, montent des canulars dans le paddock, bref, l'avenir entre les deux semble radieux. Mais en 1970, tragédie à Monza, lors des essais du Grand Prix d'Italie, Rindt se tue au volant de sa Lotus. Il deviendra quelques semaines plus tard le seul champion du monde à titre posthume de l'histoire, en devançant de 5 points un Jackie X qui n'aurait jamais voulu être titré face à un fantôme. Ecclestone, lui de son côté, est anéanti. Par 2 fois, il a perdu un pilote dont il était très proche. C'est décidé, on ne l'y reprendra plus. Mais cette fois, au lieu de fuir, il décide de rebondir. Autrement, il ne sera pas pilote, il ne sera pas non plus manager, non, il sera propriétaire. Début 72, Bernie Ecclestone prend alors les commandes de l'écurie à Brabham, qu'il a racheté pour environ 100 000 livres sterling à l'Australien Ron Tauranac. Tauranac est alors désabusé, nostalgique du bon vieux temps et ne se reconnaît plus vraiment dans le virage technologique qu'est en train de prendre la Formule 1. Bernie, lui, a l'intention de tout changer. Une anecdote révèle son état d'esprit. Lors du tour du propriétaire, Tauranac lui présente le personnel et lui signale, en parlant d'un jeune ingénieur sud-africain fraîchement recruté, Gordon Murray, qu'il peut le virer, mais qu'il doit garder tous les autres. Eh bien, devinez quoi, Bernie fera exactement l'inverse. Les débuts sont plutôt difficiles, mais en 1974-1975, les premières victoires arrivent avec Carlos Reutemann et Carlos Pache. En 1978, il engage un certain Niki Lauda, et en 1979, un jeune Brésilien prometteur nommé Nelson Piquet. Mais Ecclestone comprend rapidement que le pouvoir n'est pas sur la piste, non, le pouvoir est dans l'organisation collective, dans les coulisses, dans le contrôle de l'argent. En 1974, il forme alors avec d'autres figures puissantes, Colin Chapman, Frank Williams ou encore Max Mosley, la FOCA, la Formula One Constructors Association. En 1978, il en devient le directeur général avec Mosley comme conseiller juridique. La FOCA unit les écuries contre les organisateurs de Grand Prix et surtout contre la FISA, la Fédération internationale du sport automobile, aujourd'hui FIA, organe régulateur contrôlé par le français Jean-Marie Balestre. C'est le début des grandes guerres FISA-FOCA, une lutte acharnée pour le contrôle des droits commerciaux de la Formule 1, avec menaces de boycott, courses pirates, négociations secrètes. Ecclestone mène cette bataille avec une détermination féroce. Et en 1981, coup de maître, les premiers accords concordent. Ce sont des accords qui donnent à la FOCA et donc à Ecclestone les droits de négociation collective pour la télévision et les grands prix. Bernie a gagné, il contrôle désormais l'argent de la Formule 1. Une anecdote de 1983 illustre ses priorités. Cette année-là, Brabham dispose d'une bonne voiture, d'ailleurs Piquet se bat pour le titre contre Alain Prost, mais en pleine saison, Ecclestone s'absente régulièrement pour négocier les droits télévisés et les accords commerciaux. Il préfère perdre un championnat que de perdre son pouvoir en devenir. Piquet remportera finalement le titre en 1983, après avoir déjà remporté celui de 1981, mais Bernie lui a déjà compris que son avenir n'est pas dans la gestion d'équipe, et en 1987 il revend Brabham pour 5 millions de livres, soit 50 fois plus que ce qu'il avait payé quelques années auparavant, pour se consacrer entièrement à la gestion des droits commerciaux du championnat. En effet, Bernie Ecclestone a une révélation. La Formule 1 n'est pas un sport, non, c'est un produit de divertissement, un produit à vendre au monde entier via la télévision. Il crée alors la FOM, Formula One Management, la structure par laquelle il va centraliser et vendre les droits TV sur le long terme. Il négocie des contrats exclusifs avec les chaînes du monde entier, il transforme la Formule 1 en un spectacle télévisuel parfaitement calibré. Son modèle économique est simple, il demande des frais d'hébergement exorbitants aux pays qui veulent organiser un Grand Prix,
Avant lui, en effet, les circuits payaient des sommes plutôt modestes. Avec lui, ils vont devoir débourser des dizaines de millions. Cela va permettre d'organiser des grands prix dans de nouveaux territoires, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. La Formule 1 devient globale, les petits chèques se transforment en millions, puis même en milliards. Les circuits traditionnels, Imola, Hockenheim, le Nürburgring par exemple, disparaissent progressivement au profit de pistes plus modernes à Bahreïn, à Abu Dhabi ou encore à Shanghai. Pour Ecclestone, la tradition n'a aucune valeur si elle ne rapporte pas d'argent. Sa fortune personnelle explose, Forbes l'estime alors à 2,8 milliards de dollars. Il est, à l'époque, la 6e fortune de Grande-Bretagne. Show me the money! That's it, brother, but you got to yell that shit! Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Ecclestone gère son empire d'une main de maître. Décision unilatérale, poignée de main qui va le contrat, style autocratique, il méprise l'ère numérique, pas de site internet digne de ce nom, aucune présence ou en tout cas très peu sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vendre internet, dit-il. En 2014, il déclare même que la F1 n'a pas besoin de jeunes fans parce qu'après tout, il ne dépense pas d'argent. Les réseaux sociaux affaiblissent selon lui les contrats télé exclusifs, il refuse d'évoluer. Ses sorties publiques font polémique aussi à l'époque. Il qualifie les petites écuries en difficulté de mendiantes qui ne manqueraient à personne, préférant voir une grille composée de 7 écuries, alignant 3 voitures. Il choque aussi en tenant des propos misogynes, déclarant, entre autres, que les femmes devraient être habillées en blanc comme tous les autres appareils électroménagers. En 2009 encore, il déclare au Times qu'Hitler était en position de commander beaucoup de gens et d'être efficace avant de s'excuser quelques jours plus tard. Mais le coup dur vient d'Allemagne en 2014. Ecclestone est alors accusé de corruption dans l'affaire Gripkowski. Il aurait versé, dit-on, des pots de vin aux banquiers allemands pour favoriser la vente de la F1 au fonds CVC Capital Partners en 2006. Pour éviter un procès pénal, il accepte de payer 100 millions de dollars. Officiellement, ce n'est pas une admission de culpabilité. Officieusement, tout le monde comprend. La F1 devient alors un jouet financier. CVC Capital, puis d'autres fonds d'investissement vont se succéder. Ecclestone conserve le pouvoir exécutif, mais sa marge de manœuvre, elle, diminue. Les nouveaux propriétaires veulent des profits, pas des convictions. L'héritage négatif commence à peser. Un sport devenu trop cher, une répartition des revenus inéquitable qui asphyxie les petites équipes, une image élitiste qui éloigne les fans les plus jeunes. En janvier 2017, Liberty Media, un groupe américain de médias, rachète à 100% la holding possédant les droits commerciaux de la Formule 1. Bernie Ecclestone a 86 ans et est mis à l'écart, son règne de 40 ans prend fin. Explosion des abonnés sur les réseaux sociaux, séries sur Netflix, diffusion de résumés sur YouTube, multiplication des partenariats avec dernièrement notamment Lego ou encore Disney, la F1 fait à nouveau sa révolution, mais cette fois sans lui. Bernie Ecclestone a donc quitté son poste en janvier 2017, mais son ombre plane encore sur la Formule 1. Sans lui, serait-elle toujours un sport de gentleman amateur organisé par des aristocrates passionnés de clubs privés ? Sans lui, y aurait-il des grands prix en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ? Sans lui, les pilotes gagneraient-ils des dizaines de millions par an ? Sans lui, enfin, les écuries vaudraient-elles des milliards ? Probablement pas. Bernie Ecclestone a transformé la Formule 1 pour en faire une entreprise mondiale. Il a donné une valeur monétaire au spectacle, a enrichi tout le monde, pilotes, équipes, organisateurs, diffuseurs. Détesté par certains, mais admiré par tous, Max Mosley, son complice de toujours, dira « Bernie a fait plus pour la Formule 1 que n'importe qui d'autre dans l'histoire ». Niki Lauda, qu'il a bien connu chez Brabham, le qualifiera d'homme d'affaires sans égal. Aujourd'hui, à 95 ans, Bernie Ecclestone vit à Londres avec sa 4e épouse, Fabiana Flossi, de 46 ans, sa cadette, et avec qui il a eu un enfant en 2020. Il suit encore la Formule 1, donne évidemment son avis, surtout, entre autres, sur le scandale du Crashgate de Singapour 2008, scandale dont nous parlerons dans un prochain épisode de Pit Stop. Son bureau contient toujours ce train miniature, symbole d'une légende qu'il n'a jamais voulu ni confirmer ni démentir, parce que Bernie Ecclestone a compris une chose essentielle, le mythe vaut plus que la vérité, en faisant d'ailleurs son leitmotiv, peu importe pourquoi on en parle,
du moment qu'on en parle. C'était Pit Stop saison 1, épisode 3 consacré à Bernie Ecclestone. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, à liker, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez la musique. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.